La ville des Abîmes et Cap Excellence ont lancé depuis ce matin un grand marché de Noël. Une belle perspective pour les consommateurs, un bel espoir pour les producteurs et les artisans qui en avaient bien besoin pour se relancer. Comment continuer après les ouragans, les intempéries, l'absence de réponse administrative, les menaces sur l'avenir? Les producteurs locaux tentent vaille que vaille de s'accrocher en misant sur la qualité. Le reportage d'Yvan Lemar est à venir. Désormais, il y a des menuisiers qualifiés pour répondre à la demande de la clientèle. Ce matin, les diplômes de menuisiers agenceurs ont été remis à Basse-Terre à des salariés formés dans le cadre d'un projet d'insertion. Être belle pour les fêtes, c'est une préoccupation qui ne quitte pas certaines d'entre vous. Nous suivrons dans cette édition les conseils précieux de Linda Kayarsi pour des fêtes pleines d'entrain, de délicatesse et surtout de beauté. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ATV et merci de nous accueillir chez vous pour le développement de l'actualité de ce vendredi 22 décembre 2017. La ville des Abîmes et Cap Excellence, dans le but de poursuivre et de soutenir la production locale, organise depuis ce matin un grand marché de Noël. Les producteurs et les artisans ont tenu à honorer celui-ci de leur présence. Sans plus tarder, le reportage d'Yvan Lemar. Ce marché de Noël a été organisé pour permettre à la population de trouver des produits et des idées pour préparer les fêtes. En fait, c'est un marché qui est très axé sur la tradition locale. C'est-à-dire que les produits locaux sont mis à l'honneur. Et surtout, on a mis l'accent sur les productions de punch, les shrubs, tous les alcools qui sont faits au niveau local, mais aussi sur les produits maraîchers. Puisqu'on avons aujourd'hui là, à côté là, un stand spécialement produits maraîchers, permettre aux gens de trouver un peu de tout. Sur ce marché, une partie est consacrée aux produits maraîchers et l'autre aux artisans. Une priorité a été donnée aux producteurs de Cap Excellence pour redynamiser l'économie de l'agglomération. Le but, c'était de pouvoir valoriser la production, de permettre aux agriculteurs, aux exposants de vendre, de faire... oui, c'est une activité économique, hein. On est là pour vendre des produits locaux. Voilà. La ville, en fait, c'est une animation de proximité qui rehausse un peu le dynamisme des exposants abîmiens. Voilà. En fait, c'est plus... On fait de la communication au niveau des artisans, mais en fait, c'est une aide de la ville pour leur permettre d'être présents et de vivre aussi de leur production. Donc voilà, économiquement, c'est viable pour permettre aux gens de vendre leur production. Nous avons une majorité d'abîmiens qui exposent, mais dans le cadre des fêtes, nous avons élargi un peu les exposants en cherchant des gens de l'agglomération. Donc ce qui fait que nous avons un peu plus de maraîchers aujourd'hui qui vont nous permettre de rehausser ce marché du vendredi. Au total, une cinquantaine d'exposants est attendue au marché de Noël des Abîmes. Les producteurs, vous savez, ont été extrêmement malmenés à cause des intempéries, avec les ouragans qu'on a connus, l'absence de réponse administrative pour leurs dossiers quelquefois qui tardent à être indemnisés. Et ils ont trouvé la force de redémarrer leur activité et d'être présents à cette manifestation de ce matin. Voici ce qu'ils ont dit à Yvan Lemar. C'était très difficile. Nous avons eu beaucoup de pertes. Il y avait beaucoup d'eau, de pourriture. Et on ne pouvait pas labourer puisque la terre était très gorgée d'eau. Donc on a dû faire des labours manuels pour pouvoir avoir les légumes que nous avons en ce moment. Mais je dirais que la végétation a repris. Donc nous avons quand même un peu de légumes, la laitue par exemple, les haricots. Ce sont des cultures qui vont très rapidement. Dès 2 mois, nous avons déjà une production avec des légumes qui donnent rapidement. Bon, c'était un peu dur pour moi, mais maintenant ça va mieux. Parce que j'ai perdu plein de trucs, mais c'est de l'eau que j'ai eu. Et comme les produits que j'avais, il ne fallait pas beaucoup d'eau. La laitue, du cive, des persils, des trucs comme ça j'avais. Mais sinon là maintenant ça va mieux. Là maintenant c'est reparti. On a eu pas mal de pertes. On a eu des terrains où ça a été inondé, donc la reprise, ça a été un petit peu plus dur. Ça demandait un petit peu plus de travail. C'est plus pour labourer. Pour reprendre les labours, le terrain est toujours inondé, donc c'est pas toujours évident. Et là, c'est avec un petit peu de soleil, donc ça va beaucoup mieux. Oui. Maria a impacté d'une part sur la nature, sur les fleurs, sur la production de miel. Nous avons perdu beaucoup de nos ruches parce que bon, il y a des arbres qui sont tombés sur nos ruches. Nos ruches
il y a des abeilles qui sont parties. Il y a eu un stress par rapport à la pression du vent qui fait que nous avons perdu des reines. Quand on perd une reine, on perd aussi les colonies. Ce qui fait que ça a été relativement dur et difficile. Tout ce temps, les 30 premiers jours après Maria étaient vraiment durs. Maintenant, on commence à voir les abeilles qui ont pu survivre et leur état de santé et leur état de forme. Parce que il faut que les abeilles soient en forme pour nous donner du miel l'année prochaine. Ce matin, à la mairie de Cayenne et le préfet, accompagné de leur service de police, se sont rendus dans les squats à évacuer. Voici le reportage d'ATV Guyane. Des conditions de vie difficiles, ces habitations souvent insalubres, recouvertes de tôles et de bois, sans accès à l'eau et l'électricité. Aujourd'hui, la municipalité de Cayenne avec la préfecture de Guyane était en visite dans différents squats de la ville capitale. Donc il y a toute une série de squats qui existent dans Cayenne et moi je demande justement l'accompagnement de l'État parce que vous le savez, tout ce qui concerne les familles irrégulières ne relève pas de ma compétence. Donc je crois que c'est une opération croisée avec l'État et ce matin je compte demander à monsieur le préfet d'organiser une rencontre intercommunale parce qu'on sait bien que quand on démolit un squat, les squatteurs se déplacent vers un autre squat et puis une fois qu'on aura fini avec les squats de Cayenne, ils vont partir dans les autres communes avoisinantes. Donc je crois qu'il faut quand même commencer à régler le problème. Les citoyens en ont marre, ils sont exaspérés et je les comprends puisqu'on sait bien qu'il y a des conséquences de nuisances sonores, nuisances olfactives, vol d'énergie, voilà, les gens n'en peuvent plus. On dénombre plusieurs centaines de familles dans les squats de la cité Olisette, Le Blanc et le lieu-dit Zénon, dont la plupart en situation irrégulière sur le territoire. Une procédure est d'ores et déjà en cours pour l'évacuation de ces habitats. Aujourd'hui, nous visitons des squats qui seront évacués dans la mesure où les procédures aboutiront. Je vois et je constate que sur les deux derniers, les procédures aboutiront le 2 février et pas avant. Donc je ne vois pas intervenir avant le 2 février. Les solutions de relogement se font. Et nous ne relogeons que les gens que nous devons reloger, premièrement. Il est évident que si je loge tous les étrangers en situation illégale et ceux qui sont venus la veille, évidemment, je n'apporterai aucune solution parce que je n'en aurai pas les moyens. Et il est hors de question pour moi que je crée un système qui alimente encore l'immigration clandestine. Je ferai ça avec humanité. Ceux qui doivent être logés le seront, bien évidemment. Je distingue évidemment l'immigration économique, les demandeurs d'asile. Les gens ont tendance parfois à confondre les deux. Le préfet annonce que des crédits alloués pour un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile ont déjà été actés par le ministère de l'Intérieur et devraient accueillir 18 familles temporairement. Elle a été de tous les combats. Elle a mené le combat pour les femmes qui étaient délaissées. Elle a mené le combat pour les enfants de Guadeloupe. Et la voici encore sur le pont pour mener le combat, pour contribuer au combat sur l'eau. Christine Kelly, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté les invitations d'ATV. Alors vous mêlez aussi à ce grand coup de main, on va dire, pour l'eau? Oui, parce que je pense qu'on a envie de se dire... Comment rester les bras croisés? On a envie de se dire comment entendre une population qui souffre, comment entendre des enfants qui vont à l'école avec des bouteilles d'eau sous les bras, comment entendre des personnes âgées qui ne peuvent pas se désaltérer, comment entendre une maman qui ne peut pas cuisiner pour son enfant et rester les bras croisés. De deux choses l'une. Ou bien on fait des opérations escargots, comme ce qui est déjà arrivé à plusieurs reprises ici, ou bien on fait une action positive. J'ai décidé de faire cette action positive avec de nombreuses personnalités. Alors comment va s'articuler ces actions, Christine? En fait, demain, 15h, place de la Victoire, 1600 packs d'eau sont déjà installés. Il y a des vigiles en ce moment qui ont tout préparé et qui surveillent. Et on va offrir à chaque personne un pack d'eau. Chaque membre d'une famille, un pack d'eau. S'il y a un papa avec 3 enfants, ils partent avec 4 packs d'eau, autant qu'ils veulent, pour dire qu'il faut que ça s'arrête, les problèmes d'eau. Il y aura des personnalités. Lilian Thuram qui nous a rejoint, Christine Aron qui arrive demain, Jacob Desvarieux arrivé hier, Firmin Richard qui est là aussi, Admiralty, tous seront là pour discuter avec la population, avec les familles, prendre des selfies, rigoler, parler aussi des problèmes d'eau. Et tout le monde veut dire qu'on en a marre des problèmes d'eau. Mais derrière ça, Christine, vous visez une mobilisation pour résoudre le problème quant au fond. On ne peut pas rester les bras croisés justement quand on voit le fond. On ne peut pas avoir une famille en souffrance. Que vont devenir nos enfants qui n'auront pas la même égalité que les autres enfants parce qu'au lieu d'aller avec des livres dans leur cartable, ils vont avec des bouteilles d'eau? Qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? C'est toute une génération qui est décimée, c'est toute une génération qui affaiblit au niveau de l'éducation. Les écoles ferment, les médecins, les chirurgiens ne peuvent pas opérer, les avocats ont fait un communiqué. Aujourd'hui, c'était le MEDEF ou hier qui a poussé un coup de gueule. Comment les citoyens, comme moi, comme d'autres, ne peuvent pas, eux aussi, faire un geste
évidemment, en filigrane, derrière ce geste, c'est de dire que nous aussi, on en a marre, on veut que ça change et on veut être actif. Au lieu de blablater ou de discuter, de s'emprisonner. Vous avez toujours été dans le Congrès, on sent que vous êtes en colère. Non, une colère maîtrisée. Une colère saine, on va dire. Voilà, je cultive ma capacité de révolte. Je pense que dans la société, il faut cultiver sa sensibilité et cultiver sa capacité de révolte. Il faut encore s'indigner lorsque les choses ne vont pas. Ne pas se dire, ouais, être résigné, se dire, ok, on a une capacité de résilience très forte en Guadeloupe. On se dit, oui, ben, il ne faut pas qu'on abuse de notre capacité de résilience. Je dis non. Moi, quand je vois nos enfants qui vont à l'école avec des packs d'eau, non, je ne suis pas d'accord et je le dis. Et en plus, je fais un geste positif. Je ne fais pas de barrage, on ne fait pas, nous, les personnalités, mais on veut dire que même si on est à Paris, on est ici tous les jours, tous les mois, je suis en Guadeloupe tous les mois, mais pour dire qu'on est aussi touché et on veut que ça cesse. Alors, vraiment, en filigrane, une action positive. Vous vivez aussi en métropole et en Guadeloupe, Christine. Donc, est-ce que cette question-là porte atteinte à l'image de la Guadeloupe à l'extérieur? Bien sûr, mais je vais vous dire, ils ne sont pas au courant au niveau hexagonal. Ils ne sont pas au courant. Dans quel autre département, cher Jacques, français, on pourrait accepter que des écoles ferment parce qu'il n'y a pas d'eau? Aucun. Dans quel autre département français on aurait pu accepter que des chirurgiens ne peuvent pas opérer parce qu'il n'y a pas d'eau? Aucun. Donc non, l'Hexagone n'est pas au courant, mais il risque d'être au courant petit à petit. Je veux dire, on ne peut pas prendre une population en otage. Chez nous, on a de grands sportifs. Chez nous, on a de grands intellectuels. Chez nous, on a de grandes personnalités. Il faut les arroser, il faut les nourrir, il faut leur donner de l'eau, parce que nos enfants deviendront grands demain. Baillot ont-ils en main? Et vous pointez qui dans cette situation? Qui est responsable de cette catastrophe? Excellente question. Je refuse de pointer. Je refuse de savoir à qui sont les torts. Je vise et je garde les yeux rivés sur une maman, un enfant, un papa, un papy, sur la famille. Et je dis que je ne veux pas savoir qui a tort, je ne veux pas savoir qui fait quoi. Je sais par exemple que Joselle Borel l'incertain, elle travaille beaucoup pour régler ce problème. Je sais qu'elle y travaille. Je sais qu'il y en a d'autres qui travaillent. Je sais qu'Olivier Servat, par exemple, il y travaille. Mais je ne sais pas savoir qui sont les torts. Je sais simplement que je veux garder les yeux rivés sur un enfant qui a soif, sur un enfant qui veut se laver les mains, sur un enfant qui est victime de la grippe ou bien victime de gastro, juste parce qu'il n'a pas eu d'eau. Et ça, ce n'est pas normal. Alors demain, 15h, place de la Victoire. Demain, 15h, place de la Victoire, sur fond le rassemblement de l'eau. Rassemblement de l'eau, sursaut pour l'eau, sur fond de Nation à Aigues-Marron. Nous qui est dans ces Thibouins, on va s'amuser aussi. Ça sera une ambiance très conviviale. Je sais aussi, Christine, que vous aimez les choses qui marchent en Guadeloupe. Ce matin à Basse-Terre, des diplômes ont été remis à des salariés qui ont fait une qualification. Ils ont obtenu le titre de menuisier agenceur. Et ça, c'était une très bonne chose pour le pays parce qu'on ne trouve pas souvent des ouvriers qualifiés. Formidable. Je vous propose de regarder le reportage d'ATV Guadeloupe sur le sujet. Ce matin, l'auditorium de Basse-Terre recevait les diplômés de 2 formations professionnelles pour une mise à l'honneur exceptionnelle. Le certificat de qualification professionnelle salarié polyvalent, qui est une formation de la branche des ateliers chantiers d'insertion. Et ensuite, le TP menuisier agenceur, qui est régi par le ministère du Travail. Il faut être salarié d'un atelier chantier d'insertion pour pouvoir prétendre à cette formation. Alors que pour le TP, il suffit de s'inscrire. Sauf qu'on a choisi, nous, Vertevallée, de faire un chantier école. Ça veut dire que les personnes étaient salariées pendant qu'elles étaient en formation. À l'issue de la formation, l'objectif, c'est que les personnes soient des professionnels. Donc pour le salarié polyvalent, la personne peut tout d'abord bénéficier d'un premier diplôme, ensuite valoriser le fait que voilà, aujourd'hui, je suis quelqu'un d'opérationnel. Quel que soit le métier sur lequel je vais me positionner, je suis capable de m'adapter, je suis capable d'être à l'heure, je suis capable d'être un bon professionnel. Pour Javan, 20 ans, et Nicole, 60 ans, ce diplôme est un nouveau départ. Ce qui m'a motivé d'abord, c'est que je voulais apprendre à utiliser les machines comme la débroussailleuse, le taille-haie, la perche lagueuse, tout ça. Et grâce à cette formation, j'ai pu apprendre déjà tous les termes techniques, tout ce qu'on a à savoir, toutes les règles de sécurité aussi. Donc voilà, c'est vraiment un grand plus. Mais maintenant, tout d'abord, je commence à faire des petits jobs à gauche et à droite pour avoir un petit peu plus d'expérience. Et bientôt, j'espère travailler peut-être dans ça ou dans une autre branche. J'ai fait une formation à CHBT de Basse-Terre. Et puis, ce que je ne connaissais pas, on m'a appris. J'étais très fière de toucher à la machine, de monter sur les toits pour nettoyer, de faire de l'espace vert, de me faire
de m'apprendre à faire le compost. C'est très important pour faire les boutures et pour qu'on puisse planter. Ça m'a plu et j'étais très fière. Après l'obtention de ce diplôme, les bénéficiaires du certificat de qualification professionnelle pourront poursuivre leur apprentissage plus spécifiquement, tandis que le titre professionnel a formé les premiers futurs menuisiers agenceurs après une formation de 12 mois. Victime de la concurrence accrue de Jarry et de l'agglomération pointoise, la ville de Basse-Terre tente quand même de tirer son épingle du jeu à l'approche des fêtes. Les commerçants se sont organisés, la population semble ravie. Basse-Terre est-elle en train de prendre un nouveau départ? Réponse Anne-Elisabeth Arsène, Moïse Dexter. En cette période de fête de fin d'année, c'est l'occasion pour le commerçant d'attirer le chaland. La ville de Basse-Terre ne déroge pas à la règle. La ville de Basse-Terre a toujours une âme et elle existera tant que nous serons là. C'est-à-dire que les Basse-Terriens aiment leur ville, les commerçants aiment leur ville et nous nous battrons jusqu'au bout pour que cette ville reste dynamique. Avec l'arrivée des fêtes de fin d'année, on sent quand même que les gens sont enclins à la consommation. Il y a une joie de vivre et puis je crois le plaisir de gâter tout un chacun. Et la preuve en est, après 3 mois de fermeture, aujourd'hui on sent que les gens sont enclins et qu'ils sont heureux de fêter les fêtes de fin d'année et de venir consommer à Basse-Terre et de trouver un présent pour tous ceux qu'ils aiment. Du côté des Basse-Terriens, même constat. Le dynamisme nouveau de la ville se ressent également. Même quand il y avait les touristes, la ville était morte. Et en ce moment, elle vit en fait. Il y a les commerçants qui sont préparés aujourd'hui pour accueillir les touristes, les gens qui sortent de Pointe-à-Pitre. Mais en fait, c'est magnifique. Parce qu'avant, les gens de Pointe-à-Pitre ne sortaient pas pour aller sur la ville de Basse-Terre. Et là, ça vit, on voit du monde, c'est parfait. Effectivement, ça commence à revenir. Pas dynamique à 100%, mais à 60%, ça commence à remonter. Et je souhaite que ça va remonter. Les magasins de Basse-Terre seront ouverts ce vendredi et demain jusqu'à 20h et dimanche jusqu'à midi pour les retardataires et leurs achats de dernière minute. Vous êtes sur ATV, restez avec nous. Dans un instant, nous irons fêter Noël avec les tout-petits à la crèche. Ils le méritent bien. Et avec Linda Kayarsi, nous avons décidé de vous guider pour être tout en beauté pour les fêtes. Les petits ont droit à un Noël dans les crèches, surtout après tout ce qui s'est passé, tous les événements qui se sont produits. Eh bien, ils ont eu droit à leur joyeux Noël avec nos confrères d'ATV Martinique. À 2 jours du réveillon, certains ont déjà le droit de déballer leur premier cadeau. Ce matin, le Père Noël est venu en personne pour récompenser les 60 enfants de la crèche de la Sainte Famille. Je leur ai ramené des cadeaux. Ils ont été sages, ces enfants. Donc des cadeaux. J'ai fait un très long trajet. Mais il fait chaud chez vous quand même. Certains osent le bisou, d'autres sont un peu plus impressionnés. Mais tous semblent ravis de cette visite, surtout les parents. C'est une très belle initiative puisqu'en fait c'est impliquer les enfants dès le plus jeune âge à l'esprit de Noël. Donc je trouve que c'est très bien. Qu'est-ce que c'est comme jouet, Camille? Un dinosaure. C'est normal, hein, ce sont des enfants, ils les ont mérités. Dans tous les pays, il y a le Père Noël. Donc c'est bien pour les enfants. Les enfants vont voir un grand bonhomme en rouge, joyeux. Ça les fait rire. Bonhomme de neige en timbale, atelier du Père Noël en papier, une décoration à base de produits recyclables sur laquelle la crèche travaille depuis plusieurs mois. Le thème choisi pour la journée, Noël blanc. On a travaillé vraiment sur le Noël d'ailleurs. Le Noël d'ailleurs, parce que le Noël d'ici, on le connaît avec nos familles, mais on a aussi le Noël d'ailleurs parce que chacun ou chacune d'entre nous, nous avons des enfants ou des connaissances, des cousins, cousines, des neveux et nièces qui habitent en tout cas dans le froid, où ils sont sous la neige. Et on travaille beaucoup avec les portraits et les photos de famille, ce qui fait que les enfants, on peut faire le lien. Est-ce que vous connaissez Rudolph, les enfants? Et les mamans, les parents, vous connaissez Rudolph? Un Noël en contes et en chansons, chapeauté par Imelda Marie-Louise, marraine de l'événement. Avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas voir si froid. C'est un peu à cause de moi. Moi,
Moi, j'ai vécu, je pense, jusqu'à l'âge de 12 ans en Haïti, par exemple. C'est ici que j'ai appris à chanter des chansons de Noël, que j'ai appris à fêter Noël, parce que c'était pas on n'avait pas cette habitude-là, ni de recevoir des jouets à Noël, on n'avait pas. C'est pas parce qu'on n'avait pas les moyens, c'était même pas dans notre pensée, en fait, de fêter Noël ou d'acheter des jouets. Et en même temps, j'ai de la chance de voyager. Quand je voyage, je sais qu'aussi dans le monde, il y a des endroits dans le monde où il y a des enfants qui souffrent, des enfants qui sont maltraités. Il y a des enfants qui n'ont pas cette possibilité-là, justement, d'avoir des jouets, de fêter Noël. Je ne pouvais pas ne pas accepter, déjà, étant que maman, et en même temps aussi, par respect pour les autres enfants dans le monde qui souffrent aussi. Dernier signe de la main pour saluer le Père Noël. Il lui reste encore du travail pour préparer sa tournée du 24 décembre. La ville de Gosier va être dès demain au diapason de la voile avec l'association Voile Légère. Frédéric Galland, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. Demain, il y a donc le stage qui va permettre de préparer la Coupe de Noël. C'est exact? Tout à fait. Le stage qui débute demain, qui va se tenir jusqu'à mardi, pour permettre à nos jeunes compétiteurs d'être bien en forme pour débuter la Coupe de Noël organisée par le club de cercle sportif de Quelles sont les Vadifort. règles de cette compétition, la Coupe de Noël? C'est une compétition qui se passe sur 4 jours, avec des manches chaque jour, et des parcours qui peuvent être différents. Des navigations en baie ou navigation un petit peu au large? Alors ça dépend des conditions. Cette année, ça risque d'être assez musclé. Il y a des belles conditions. Donc effectivement, ça peut être dans Grand B, ça peut être derrière l'île et Cochons. Ça, c'est l'organisateur, c'est le CSBF qui voit ça. Pas de navigation au pré, genre Pointe-à-Pitre, Saint-François? C'est un peu loin pour des optimistes, parce que ce ne sont pas des bateaux comme ça qui vont naviguer. Ce sont des petits optimistes. Donc et puis des lasers, donc ce qu'on appelle la voile légère. Donc ce sont des embarcations par lesquelles on débute la voile lorsqu'on veut poursuivre ensuite plus tard. Alors, votre association a une particularité, vous voulez vraiment démocratiser la voile. Et vous êtes une association de parents. Tout à fait. Donc, on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice à la voile locale, la voile de Guadeloupe, et de servir de tremplin pour que justement des jeunes et un vivier important qu'on a sur la Guadeloupe puissent être plus nombreux à faire de la voile et de la compétition et obtenir des bons résultats au niveau national. Donc, on a la chance d'avoir un champion d'Europe, un optimiste, qui était en Guadeloupe il y a 3 ans. Donc les Guadeloupéens ont pris la mer, ont pris possession de la mer, on peut dire ça, parce qu'on a vu les classements de temps en temps s'améliorent. L'année prochaine, ce sera la route du Rhum. Est-ce qu'en marge de la route du Rhum, on va exploiter ce moment pour faire connaître la voile de Guadeloupe? Je ne sais pas répondre à cette question. Je sais simplement que Franck Hamas a commencé la voile par l'optimiste. Et en fait, c'est la promotion que l'on souhaite faire. Donc c'est une école et c'est un tremplin et c'est l'occasion de démocratiser. Et lorsqu'on se débrouille bien en optimiste, plus tard, on peut être quasiment sur tous les supports de voile. Absolument. Comment vous financez cette association? On est à la recherche effectivement de sponsors parce que les fonds publics malheureusement sont plutôt de plus en plus rares. Donc on a quelques partenaires qui nous soutiennent et je vais en citer un seul, c'est Caribnautisme parce qu'ils nous ont donné un gros coup de main pour nous accompagner ces derniers jours. Et nous cherchons effectivement des sponsors. Ce qui va nous permettre, l'idée c'est que si on veut démocratiser, il faut que ça coûte moins cher. Parce que c'est un sport qui coûte effectivement cher. Et donc, on a besoin d'avoir des sponsors pour ensuite réduire le coût pour les parents pour qu'il puisse y avoir plus d'enfants de Guadeloupe qui participent à la voile légère. Est-ce que l'école, on va dire l'académie, s'associe à l'activité voile comme il le faut? Alors, effectivement, l'académie passe des conventions avec les clubs de Guadeloupe pour pratiquer de la voile. Donc, il y a ça à Goyave, il y a ça à Gosier, il y a ça à Petit-Bourg. Donc, effectivement, c'est dans l'enseignement et il y a des conventions qui sont passées. Et ça vous satisfait? Je ne suis pas le plus à même pour répondre à ça. Je sais que ça existe avec une autre casquette lorsque j'étais parent d'élève. Avant la compétition, il y a la formation. Est-ce que vous, parents de cette association Voile Légère, vous êtes satisfait de la formation qui est dispensée? Alors, on contribue effectivement à densifier ces compétences-là parce que lorsque on a des compétiteurs qui viennent de Martinique ou qui viennent d'autres territoires, ils sont préparés à ces compétitions-là et si on veut que les jeunes Guadeloupéens fassent de bons résultats, il faut qu'ils soient avec les mêmes armes. Et surtout quand ils partent à l'international ou lorsqu'ils partent en France, si on n'a pas les mêmes armes, en fait, on n'arrive pas à avoir les mêmes résultats. Donc, on essaye effectivement de trouver des moyens et c'est pour ça qu'on cherche effectivement des sponsors. Vous dites que votre objectif, c'est de pousser plus de jeunes Guadeloupéens à aller dans les compétitions internationales. Oui, parce qu'effectivement, à terme, si on veut effectivement préparer les compétiteurs de demain, ceux qui seront sur Guadeloupe, Grand Large, etc., ça commence là. Et il faut aller se frotter effectivement
à des compétitions. Ça peut être aussi bien dans la Caraïbe. Le mondial d'optimistes en 2019, il est à Antigua. Donc c'est pas forcément, c'est pas forcément très loin. Tous les ans. Donc exactement. Et puis on va à Schweitzer chaque année. C'est dans le programme effectivement de. Et les Guadeloupéens ne savent pas une étape qui arrive à des, d'ailleurs en général, voilà. Alors. Vous êtes un homme engagé dans la vie, on va dire, le bénévolat, dans la vie sportive. La question qui va suivre vous intéresse. On a voulu savoir, est-ce que les personnes qui avaient quelque chose, qui avaient à manger chez eux, etc., est-ce que ces personnes étaient prêtes à accepter quelqu'un à leur table pour les fêtes de fin d'année? Si ces personnes sont seules, voici les réponses que nous avons obtenues. Je vous dirais que la Noël, c'est un moment de recueillement et de partage. Et c'est un moment, on le passe entre personnes de toutes conditions sociales. Et moi, je pense qu'accueillir quelqu'un dans le besoin, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Et je reprendrai une parole qu'avaient nos anciens. Il faut toujours mettre une assiette vide ou remplie en cas où la personne qui est dans le besoin puisse venir manger. Moi, je pense qu'on a trop souvent à mettre la Noël au niveau commercial. La Noël, c'est un moment de partage, un moment de convivialité et un moment familial. Oui, moi, personnellement, je suis prêt à inviter quelqu'un à manger chez moi le jour de Noël. Parce que bien souvent, avant de faire la Noël, moi, je prie et je dis au Seigneur de remplir l'assiette de ceux qui n'en ont pas. Je suis ouvert à accepter quelqu'un à la maison pour pouvoir partager un moment avec lui pour les fêtes, quoi. Donc, c'est un moment convivial. On doit accueillir quelqu'un qui passe dans la rue. Et surtout, mon ami, comme il a dit, donc avoir toujours une assiette prête à recevoir quelqu'un en plus. Ouais. Par exemple, et qu'on dit qu'on va dire, ouais, pas ni de manger encore. Et, non, c'est pas bon ça. Non. On est avec tout le monde. Ouais, tout le monde est dans le besoin aussi, pareil. Un petit peu dans le besoin, oui, pourquoi pas. Pourquoi? Parce que c'est la fête du partage. Donc pourquoi pas. Oui, je suis prêt à partager. Oui, si c'est un membre de ma famille. Et si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas? C'est un peu plus compliqué, je pense pas. Non, je pense pas vraiment. Pourquoi? Je suis assez... comment on va dire ça? J'aurais préféré aider un parent pas un étranger, mais quelqu'un que je ne connais pas. Comme je vous ai dit, je ne vais pas attendre la fête de Noël pour faire ça. Puisque nous avons toute l'année. Nous pouvons le faire durant l'année. Alors je ne vois pas pourquoi je vais le faire directement à la fête de Noël. Alors donc en fait, moi je dis qu'il faut apprendre à vivre. Et ce n'est pas la fête, c'est pas la Noël qui va nous apprendre à vivre. C'est pas parce qu'on dit la Noël, mais c'est chaque jour, c'est au quotidien qu'on doit faire ce geste-là. Si moi j'ai à cœur de le faire aujourd'hui, je le fais. Mais bien avant la Noël aussi, si j'ai à cœur de le faire, je le fais. Que je partage. C'est vrai que la Noël, c'est une fête familiale. Ils disent que c'est une fête familiale. Mais lorsqu'on regarde aujourd'hui, on n'a pas l'impression que c'est une fête familiale. On dira plus que c'est une fête commerciale. Malheureusement, ça a chaviré. Mais la Noël, c'est tous les jours. Jésus n'est pas venu un 25 décembre. Voilà. Il est avec nous tous les jours. Alors reconnaissons-le tous les jours. Voilà. Et s'il faut apporter de l'aide, pourquoi pas? Voilà. N'attendons pas le 25 décembre ou le 24 pour aller acheter une baguette pour quelqu'un. Voilà. Si vous avez décidé de vous faire belle pour les fêtes, moi je ne pourrais rien pour vous, mais Linda Kayarsi et Karen Diama, si. Maquillage scintillant, eyeliner coloré pour Noël, le make-up se veut lumineux. Alors elles veulent surtout de la longue tenue. Elles veulent de la couleur, elles veulent des couleurs un peu pailletées, alors ça dépend, il y a celles qui préfèrent du nude, il y a celles qui préfèrent un petit peu très coloré, alors les avis sont très partagés. Mise en beauté validée, restent les accessoires, même les plus discrets, doivent être choisis avec soin. Les clientes recherchent en ce moment principalement, ce sont tout ce qui est donc accessoires, coques invisibles, soutien-gorge bandeau, invisible aussi, les culottes coupées au laser qui ne se voient pas sous les vêtements, culottes shorty, string, vraiment toute cette gamme d'accessoires que vous pourrez mettre sous les vêtements, sous les petites robes dos nu qui sont vraiment essentielles dans la tenue de soirée pour ces fêtes. Tout comme le maquillage, la coiffure est aussi de circonstance. Par belle, aux perruques et extensions.
Donc là, les perruques, ça marche bien. Ce qui fonctionne bien, ce sont les coupes courtes, le coiffé-décoiffé un peu style Alberi. Le classique des fêtes de fin d'année et de début d'année, en fait, c'est les extensions. Donc là, c'est la pose d'extension capillaire. Ce qui est bien dans les extensions, c'est que déjà, ça permet de structurer sa coiffure. Parce que souvent, on a les cheveux un petit peu effilochés. Donc même si on veut garder la même longueur, on peut structurer sa coiffure. Puisqu'en fait, on va rajouter des mèches d'extension. Bien sûr, toutes ces mises en beauté ont un coût, mais comme dirait le dicton, quand on aime, on ne compte pas. Quelques informations utiles à votre vie quotidienne. Maintenant encore, les coupures d'eau demain 23 dans la zone de Sainte-Anne de 18h à 6h du matin. Et pour donner votre sens, sera devant la mairie de Capesterre-Belle-Eau de 8h à 12h30. Et également mardi à Bergevin, devant Super U de Bergevin, Pointe-à-Pitre, de 8h à 13h. Et pour ATV Guadeloupe, si vous voulez nous appeler pendant les fêtes, 05 90 60 11 11 pour nous communiquer toutes les informations qui sont en votre possession. Cette édition est à présent terminée. Je vous en rappelle les principaux titres. La ville des Abîmes et Cap Excellence ont lancé depuis ce matin un grand marché de Noël. Celui-ci se poursuit jusqu'à 23h. Une belle perspective pour les consommateurs, un bel espoir pour les producteurs et les artisans qui en avaient bien besoin. Comment continuer après les ouragans, les intempéries, l'absence de réponse administrative, les menaces sur l'avenir? Les producteurs locaux tentent vaille que vaille de s'accrocher en misant sur la qualité. Nous l'avons vu dans le reportage d'Yvan Lemar. Désormais, il y a des menuisiers qualifiés pour répondre à la demande de la clientèle locale. Ce matin, les diplômes de menuisiers agenceurs ont été remis à Basse-Terre à des salariés formés dans le cadre d'un projet d'insertion. Être belle pour les fêtes, c'est une préoccupation qui ne quitte pas certaines d'entre vous. Nous avons tenté de vous apporter quelques réponses grâce à nos connaisseuses Linda Kayarsi et Kamel Diama pour une fête pleine d'entrain, de délicatesse et de beauté. Cette édition est terminée. On se retrouve mardi pour la prochaine édition des Infos locales SOA TV. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci.